On va reprendre nos travaux après cette courte pause pour aborder le troisième volet de cette journée. Nous avons pu actualiser nos connaissances concernant la notion de TDL grâce à Madame Maillard, explorer une première frontière grâce à Mesdames Delage, Durleman et Thuillier. Nous vous proposons maintenant de faire un pas de plus dans les enjeux cliniques qui entourent la notion de TDL en abordant avec Mesdames Vitko et Guessant la question de la prise en compte du plurilinguisme et du contexte culturel des enfants. Comment aborder l'enfant dans sa globalité langagière, comment penser et prendre en compte pour construire le projet langagier pertinent, le vécu linguistique au sein de la famille. Madame Vitko est orthophoniste et maître de conférences à l'Université de Lyon. Elle va essayer de faire le lien entre les particularités développementales que nous avons décrites précédemment et les pratiques langagières familiales qui constituent le socle linguistique des enfants que nous allons les uns les autres être amenés à accompagner. Madame Guessant, ensuite, qui est éducatrice spécialisée depuis une dizaine d'années auprès d'enfants présentant un TDL, nous expliquera comment cette question du plurilinguisme est venue impacter, interroger, puis véritablement révolutionner sa pratique d'accompagnement au quotidien et peut-être finalement l'enrichir. Madame Vitko, je vous cède la parole. Bien, écoutez, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais donc déjà commencer par remercier l'équipe des organisateurs de m'avoir invité et surtout d'avoir pris le temps d'établir une relation avec les intervenants parce qu'il est vrai que le format numérique nous amène à un climat relationnel un petit peu particulier. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Alors, il y a toujours des petits délais dans les passations de… Voilà. Alors, je vais juste déplacer un petit peu. Donc, je ne vais pas du tout pouvoir suivre le chat au final. Hein. Je vous fais confiance sur cet aspect-là. Alors, je vais donc partager avec vous quelques connaissances sur un sujet qui m'est très cher, qui est donc le plurilinguisme. Et donc, je vais partir des particularités développementales à partir d'éléments de littérature pour les relier aux pratiques langagières familiales. Alors, si nous reprenons un contexte par rapport à cette question-là, on peut remonter à 2004 avec des travaux de l'American Speech and Hearing Association qui disait la chose suivante, c'est qu'en cas de présomption de bilinguisme, les informations sur le langage concernent toutes les langues parlées. Et Christelle Maillard l'a rappelé tout à l'heure dans l'arborescence que nous a proposé le consortium Catalyse, en cas de suspicion de troubles du langage, avant d'évaluer les performances linguistiques, on peut se poser cette question, dans quelle mesure un enfant ou un adolescent est-il familier dans la langue majoritaire ou locale? Et de ce fait, on est vraiment sur la proposition qu'a faite Christelle tout à l'heure. Si l'enfant est compétent dans une langue, alors à ce moment-là, on va peut-être sortir de ce problème de trouble développemental du langage. Alors, moi, je vous propose justement de mettre un petit peu de côté le TDL pour appliquer cette démarche au contexte orthophonique, ce qui veut dire qu'il faudrait tenir compte, tout d'abord, du fait que le langage se développe avec une cohabitation de deux langues ou de plusieurs langues, et aussi de se dire que l'identité linguistique d'un locuteur bilingue ou plurilingue est façonnée par l'intégralité de son expérience langagière. Et c'est vrai que moi, je me suis posé toutes ces questions-là par rapport à une démarche clinique qui me semble être spécifique en cas de développement inégal de plusieurs langues. Ça peut nous amener, et cela doit nous amener, je pense, à une anamnèse enrichie et à une méthodologie d'évaluation du langage qu'il faut adapter. Et Annick Deshouwer, dans ses travaux de 2019, développe tout à fait ce type d'évaluation.
Alors, mon exposé qui, voilà, doit tenir dans une trentaine de minutes, va être découpé en deux parties, c'est-à-dire on va repartir des particularités du développement bilingue, voire plurilingue, en termes de définition, de profil d'acquisition et de développement. Et puis, une deuxième partie sur les pratiques langagières familiales pour vous parler de cette notion de biographie langagière et des outils cliniques que nous aurions pour la développer justement avec des patients. Alors, pour que cette présentation ne soit pas trop désincarnée, j'ai choisi, et on en a parlé avec Nolwenn qui va continuer après moi à les exposer, j'ai choisi une vignette clinique qui est celle d'Amir. Alors, pourquoi Amir ? Parce que bien sûr, c'est un enfant que je connais et à qui j'ai proposé et à la famille donc de pouvoir évoquer l'histoire d'Amir et de la famille. Et quand j'ai choisi un pseudonyme pour cet adolescent, donc je lui ai proposé Amir et son visage s'est éclairé et il m'a dit ah, mais c'est super, ça veut dire petit prince. Donc voilà, on va parler d'un petit prince tous ensemble. Alors, par rapport aux particularités du développement langagier bi ou plurilingue, je voudrais rappeler une ou deux définitions et revenir sur la question des profils d'acquisition avec un petit préalable, c'est que effectivement, quand on est en clinique, on s'intéresse à l'évaluation d'un individu, mais en même temps, cet individu appartient à des groupes et à des communautés. Et quand on parle de bilinguisme, si on revient aux travaux Princeps de Amers et Blanc, on arrive à ces comme on a la langue en contact, on peut avoir des langues différentes dans une même interaction. Quand on se rapproche de l'orthophonie et de l'évaluation du langage, on a une autre notion qui me semble aussi importante, voire plus pertinente pour l'évaluation du langage, c'est la bilingualité. Puisque là, Amers et Blanc ont défini la bilingualité comme un état psychologique d'un individu qui a accès à plus d'un code linguistique. Et à ce moment-là, on peut tout à fait vérifier, que ce soit dans les interactions ou dans les évaluations, que le degré d'accès à ces codes linguistiques varie avec un grand nombre de dimensions qui sont d'ordre psychologique, cognitif, psycholinguistique, vous voyez, sociologique, sociolinguistique, socioculturel, etc. Alors, on est vraiment dans du multidimensionnel et dans une notion qui est très complexe et qui va nous demander d'adapter nos méthodologies. Alors, finalement, pourquoi plurilinguisme ? Il faut se dire que ce terme-là est arrivé dans les écrits, dans les discussions, vraiment avec la politique européenne, où on a eu ce terme qui est apparu et qui reprend finalement les notions clés du bilinguisme en disant que c'est un concept qui comporte une dimension linguistique, donc des langues en contact comme on vient de le voir, sociolinguistique, c'est-à-dire qu'on va jouer des rôles en switchant, en pratiquant l'alternance codique, et il y aura des tas de caractéristiques psycholinguistiques selon les choix des locuteurs, selon le rôle des émotions, de l'affectivité, etc. Et je me suis vraiment posé la question aussi du côté de l'orthophonie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise comme terme en orthophonie. Quand on a affaire à l'ouvrage de Bijlevel et collaborateurs, on se rend compte que le terme qui a été emprunté par ces auteurs, c'est multilinguisme et orthophonie, réflexion et pratique à l'heure de l'Europe. Alors, tout simplement pour dire qu'un individu est capable de parler plusieurs langues, quelles qu'en soient les raisons et quelles qu'en soient les modalités. Alors, sur la question des profils, quand on utilise le terme de bilinguisme, on est vraiment dans une étiquette très générale. Alors, moi, je prends vraiment appui maintenant sur les travaux de Genesi et collaborateurs d'un côté, Déouvert de l'autre. Et vous voyez qu'il y a deux couleurs dans ma diapo parce qu'il y a clairement deux profils qui se différencient. D'un côté, alors, j'ai gardé la langue anglaise pour Genesi et collaborateurs parce que les auteurs nous parlent de dual language learners. Et j'ai vraiment pas souhaité traduire, mais cette idée, c'est que les enfants apprennent deux langues premières dès la naissance
Et ils vont donc évoluer avec ces 2 langues premières dès la naissance. Et Deshoover nous donne une expression qui me semble très, très opératoire, en tout cas pour les cliniciens, c'est-à-dire qu'elle parle d'enfants 2L1. Et on gardera peut-être ce sigle pour la suite de l'exposé. Et donc, ces enfants 2L1, ils sont vraiment, depuis la naissance, en immersion avec ces 2 langues. Et ce qu'il faut retenir par rapport aux données environnementales et notamment familiales, c'est que le contrat familial est relativement clair et explicite par rapport à ces 2 langues. On souhaite que les enfants apprennent et pratiquent ces 2 langues. À côté de ça, toujours avec les 2 mêmes équipes de chercheurs, on a les enfants qui sont Second Language Learners pour Genesis et collaborateurs, et les enfants L2P pour Annick Deshoover. Et ce n'est pas du tout le même profil de bilinguisme, puisqu'à ce moment-là, on va avoir des enfants qui vont apprendre une première langue, mais très précocement, ils vont apprendre une 2e langue. Et l'enfant de moins de 6 ans va du coup devenir bilingue très précocement, mais on se rend compte que le contrat de communication, le contrat familial est beaucoup moins explicite que dans le cas des enfants 2L1. Alors, pour compléter tout cela, sur l'aspect des définitions, il y a les travaux de Ranka Bijeljak-Babik qui sont tout aussi pertinents pour notre question. C'est qu'elle explique bien que la question du bilinguisme est une question d'âge. C'est-à-dire qu'on peut parler de bilinguisme précoce, c'est ce qu'on vient de voir avec les enfants qui seront soit 2L1, soit L2P, on vient d'en parler, et on aura des bilingues tardifs, c'est-à-dire qu'on peut dire après 6 ans, donc elle dit même après l'âge de 12 ans, chez les jeunes adultes ou chez les adultes, on peut devenir bilingue parce qu'on va avoir un chemin de vie qui va nous amener dans la rencontre d'une 2e langue. Mais en tout cas, cette question de la précocité, elle est vraiment éclaircie avec les 2 profils, 2L1 ou L2P proposés par Annick Deshoover. Et à côté de cette question d'âge, Ranka Bijeljak-Babik explique bien qu'il y a aussi une question de maîtrise, avec comment on maîtrise une langue à l'oral, comment on la maîtrise à l'écrit. Tout ça, ça va dépendre à quel âge on s'intéresse au bilinguisme. Alors, pour terminer cette partie sur les définitions, Genesis et collaborateurs mettent bien en garde qu'il y a des questions tout à fait quasiment géopolitiques et les contacts de langue ne sont pas les mêmes en fonction du statut des langues. Alors, vous voyez, on peut garder notre repérage de profil d'acquisition, précoce ou tardif, mais les enjeux ne seront pas les mêmes à partir du moment où on aura une langue de statut dit prestigieux. Voilà, évidemment, on pourrait citer l'anglais, le français, et on peut avoir une langue qui a un statut social dit de langue minoritaire. Donc, les enjeux ne seront pas du tout les mêmes quand un enfant va finalement avoir à gérer ce statut des langues. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les développements bi- ou plurilingues typiques? Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a 3 fois plus d'études sur le profil de Zélin, en sachant que les enfants perçoivent, apprennent et interagissent dans 2 langues depuis la naissance et qu'ils ont vraiment des bénéfices sur les structures du langage. Et je pense que l'image qu'a proposée Christelle tout à l'heure avec l'iceberg, donc cette partie immergée de l'iceberg, c'est de ça dont on veut parler. Et finalement, ces enfants développent progressivement les mêmes compétences grammaticales dans les 2 langues sans coût cognitif supplémentaire, avec des acquisitions qui sont semblables à ceux des enfants monolingues sur les modules phonologie, lexique, morphosyntaxe et discours narratif. Et on voit bien que le rôle de l'environnement ici est défini par le fait que dès la naissance, on est dans une immersion naturelle, on va avoir une acquisition de compétences bilingues totales, les enfants vont pouvoir parler spontanément et librement dans les langues avec la famille. Donc on a finalement le pari de quelque chose d'assez équilibré, en tout cas au départ. Après l'âge de 3 ans, il faut se dire que l'enfant ne pourra plus acquérir les langues de cette manière, mais il pourra en acquérir d'autres, bien évidemment, car une langue sera dominante. Alors, les enfants L2P, ce n'est pas du tout le même profil, puisqu'ils ont déjà une langue établie au démarrage de la L2, et que si la L1 est bien établie, ce sera pareil pour la L2, mais attention, la L1 est toujours une langue en développement chez un enfant de L2P. Donc ça, il faut se dire que c'est quelque chose à prendre en compte parce que tout n'est pas stabilisé.
Le constat qu'on fait, c'est que si l'enfant a des problèmes en L1, il risque d'être perdu en L2 et il risque de rencontrer des difficultés similaires dans sa L2. Et le risque aussi, c'est que si l'enfant a une L1 minoritaire dans le pays d'accueil, il court le risque de perdre sa L1 au profit de sa L2. Alors justement, les travaux d'Éline Tordard-de-Tir sont très intéressants là-dessus parce qu'elle a beaucoup travaillé au Canada sur la vitesse d'acquisition de la L2, parce que les enfants au Canada parlent une L1 à la maison et après ils vont être scolarisés, ils parlent par exemple le roumain à la maison, ils vont être scolarisés en anglais ou en français, tout dépend. Et au final, tout comme pour la L1, cette vitesse d'acquisition de la L2 est liée à la qualité et à la quantité d'exposition à la L2. Plus l'enfant est grand, plus c'est lié à l'école, plus c'est lié au rendement scolaire. Et des travaux intéressants de Cummins nous montrent qu'on peut avoir entre 1 et 3 ans pour développer des habiletés conversationnelles dans sa L2, tout en sachant qu'on a quand même une L1. Qu'entre 4 et 7 ans, on met entre 4 et 7 ans pour maîtriser le langage dit scolaire. Et on peut avoir des switches de langue, c'est-à-dire que si l'enfant est scolarisé en L2, sa dominance va passer de L1 à L2 vers la 5e année d'école. Et que devient la L1 dans ces cas-là? Alors, justement, sur la question des choses qui peuvent être un petit peu problématiques, on peut avoir des retards transitoires de certaines acquisitions. Mais j'ai écouté plusieurs fois Éline Tordard-de-Tir en conférence et ces retards peuvent aller de 4 à 7 ans par rapport aux acquisitions linguistiques de locuteurs monolingues. Et vraiment, il faut se dire que la configuration L2P, c'est un profil de bilingue. D'accord ? Donc, les rythmes d'apprentissage peuvent être très différents selon les langues, selon les environnements, selon les enfants. Et si on essaie de comprendre comment se construit la L2 et comment, à quoi elle est reliée, alors, toujours à la quantité d'exposition. Là, le maintien de la L1 est finalement un facteur de protection. Il faut bien sûr une attitude positive de l'enfant vis-à-vis de la L2 et une motivation de l'apprentissage de la L2 pour que tout ça puisse avancer d'une manière développementale. Donc, si on fait une petite synthèse sur l'idée d'un plurilinguisme ou d'un bilinguisme équilibré, ça serait vraiment de dire que la qualité de l'offre langagière, j'utilise cette expression-là pour parler d'input. Donc voilà, je vous ai mis un certain nombre de critères, je ne vais pas tous les détailler, mais il faut des interlocuteurs variés, des contacts riches, il faut parler avec des locuteurs natifs, y compris avec des monolingues, car on n'apprend pas la même chose, et le niveau d'éducation de la mère est toujours pris comme référence dans les études. Et en complément, il faut aussi une quantité de l'input, puisqu'on a carrément des études de prédiction, pour dire que la quantité d'exposition prédit l'acquisition du vocabulaire dans chaque langue et la quantité d'exposition prédit aussi la vitesse d'acquisition des structures morphosyntaxiques. Complexe. Voilà, on a parlé d'enchâssement tout de suite, donc finalement, on peut faire des liens de cette manière-là. Et c'est vrai que souvent, on nous dit « Ah ben, on parle telle langue à la maison et mon enfant comprend ». Mais dans les travaux de Baumann et collaborateurs, on voit bien qu'il y a une nécessité de produire et de comprendre une langue si on veut parler de bilinguisme. Alors, par rapport au développement atypique, nous, on est vraiment aujourd'hui sur la question des troubles du langage et des troubles développementaux du langage. Ce que l'on peut dire avec assurance, c'est les 3 points que je vous indique ici, c'est qu'aucune donnée de la littérature n'est là pour expliquer que l'apprentissage de 2 langues est trop difficile en cas de trouble du langage. L'utilisation de 2 langues augmente les difficultés de langage, certes, mais sans rendre les choses impossibles. On s'aperçoit aussi que des enfants au développement atypique deviennent bilingues, des enfants trisomiques 21, des enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme, des enfants qui ont des troubles développementaux du langage ou des troubles du langage écrit comme la dyslexie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les 2 langues vont progresser plus lentement que pour les monolingues et que les limitations sont similaires à celles d'enfants monolingues porteurs de même type de troubles. Et dans tous ces éléments-là, on se rend compte aussi qu'il est indispensable de tenir compte des relations privilégiées avec des membres de la famille, notamment aussi dans les études, les grands-parents, pour éviter tout sentiment de stigmatisation, d'isolement ou d'infériorité. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, pourquoi j'ai parlé des enfants 2L1 et des enfants L2P,
c'est que dans le bilinguisme précoce consécutif, que nous avons appelé L2P, on a des erreurs similaires à celles qui sont produites par des enfants monolingues qui présentent un trouble développemental du langage, et notamment au niveau de la morphologie grammaticale, bon, pas seulement, mais je vous ai mis les points clés, avec un risque de surdiagnostic de troubles du langage, et donc, bien évidemment, je pense que Christelle l'a évoqué tout à l'heure, la nécessité de différencier un trouble du langage d'un manque d'exposition à une langue. Ça, c'est vraiment récurrent dans la littérature. Ce qu'on trouve aussi dans la littérature en rapport avec le bilinguisme, c'est beaucoup de littérature sur le mutisme sélectif. Là, je suis plutôt en train de travailler sur cette revue de littérature, donc j'ai juste indiqué ici que on peut avoir le constat d'une période de silence prolongée chez des enfants qui doivent apprendre une seconde langue, sans prise en compte, au final, de la complexité du développement bilingue. Donc, il faut vraiment s'attacher à cela, de l'attention qui est nécessaire et au contrôle de l'inhibition pour pouvoir choisir la bonne langue au bon moment, des aspects psychologiques et émotionnels et du contexte familial et des conditions de vie dans lesquelles se développe le bilinguisme. Donc, de toute manière, à partir du moment où on aura cette hypothèse de mutisme sélectif, cette absence totale de langage, on est de toute manière dans une grande vulnérabilité et il faut faire très attention à ce moment-là pour évaluer le langage, plutôt aller sur l'évaluation de la communication et du versant compréhension en limitant les exigences et toutes les contraintes d'ordre linguistique et verbal qui ne pourraient qu'accentuer l'inhibition de l'enfant. Il y a aussi de la littérature sur bilinguisme et bégaiement, c'est-à-dire je suis en train de travailler là-dessus avec une étudiante de Lyon. Et vraiment, il y a le constat de prévalence du bégaiement chez les enfants bilingues serait de entre 4,9 et 4,7%. Ça serait similaire aux enfants qui seraient obtenus, aux résultats qui sont obtenus chez les enfants monolingues qui bégaient, avec peut-être un taux plus élevé chez les garçons que chez les filles. Mais en tout cas, aucune conclusion n'est établie sur le risque qu'une L2 favoriserait l'installation d'un bégaiement ou réduirait les chances de guérison. Et des travaux donc du côté de la pathologie du langage par Docrel et collaborateurs montrent que vraiment pour le moment on n'est pas très à l'aise pour évaluer et diagnostiquer ces enfants-là et le diagnostic différentiel serait vraiment sur la base des répétitions de non-mots. Alors, si on en vient à Mon Petit Prince et à la présentation d'Amir, alors, Amir est âgé de 12 ans en septembre 2019 quand il arrive dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Il vient d'une classe de 6e. Bon, il a été repéré pour des besoins particuliers, qu'on dit des besoins éducatifs particuliers. On se questionne sur ses attitudes, sa motivation, ses résultats scolaires, mais beaucoup sur ses attitudes très impulsives, de provocation. Voilà, en tout cas, les signes d'adaptation étaient trop importants pour qu'il reste dans l'enseignement ordinaire. Il a été orienté dans un DITEP. Et dans le dossier d'admission, on voit donc que la langue familiale est l'arabe algérien et que cet enfant serait bilingue. Alors moi, je me suis posé les 3 questions suivantes. Alors, s'il est un enfant bilingue, ça veut dire est-ce qu'il utilise le français et l'arabe algérien dans des buts et des contextes différents? C'est comme ça que Paradis définit le bilinguisme. Est-ce qu'il est plutôt de profil 2L1 ou de profil L2P? Ce n'est pas du tout le même développement du langage, en tout cas le même soubassement du langage. Et quelle est la part du bilinguisme dans le développement langagier d'Amir? Et pour faire cela, je me suis dit qu'il fallait déjà prendre connaissance des pratiques langagières familiales à partir de cette notion qui m'avait intéressée dans des travaux princeps en didactique des langues. Alors, c'est une notion qui est très documentée en didactique, pour parler d'un récit qui serait plus ou moins long, plus ou moins complet, où une personne va raconter son rapport aux langues. Et les travaux de Molinier à ce sujet sont vraiment intéressants parce que on est vraiment dans le cadre de considérer le locuteur comme une personne globale, et on va se dire que finalement cette personne s'est construite grâce à l'apprentissage des langues et on va pouvoir intégrer et relier des influences aussi bien sociales que culturelles, esthétiques, linguistiques, éducatives. Donc ça, c'est vraiment un concept très intéressant pour le plurilinguisme parce qu'on va se réapproprier l'histoire langagière grâce à la dynamique des langues et en reconnaissant que le répertoire linguistique comprend plusieurs langues.
Alors, les travaux de Sabatier sont intéressants parce que je me suis beaucoup intéressée aux locuteurs arabophones et finalement, elle fait une étude sur ces enfants préados et adolescents où elle définit la biographie langagière qu'elle a essayé de recueillir avec ses enfants comme l'expérience, enfin l'ensemble des expériences linguistiques et culturelles qui sont vécues et qui sont accumulées par un individu au cours et à un moment donné de son existence, parce que finalement, on va le rencontrer à un temps donné. Et on peut avoir 3 objectifs principaux. Essayer de pouvoir approcher le capital langagier, revenir sur l'acquisition et l'utilisation des langues, et finalement, on va dépasser la surface linguistique et surtout des préjugés. Il y a quand même un certain nombre d'idées reçues sur le bilinguisme qui impactent les liens entre le langage, la communication et les cultures. Alors, pour la clinique, on a des outils intéressants qui sont les questionnaires parentaux. Je n'ai pas le temps de développer tout cela aujourd'hui, mais j'ai fait 3 annexes, l'annexe 1, 2, 3, qui vont résumer le premier questionnaire, l'ALDEC, de Paradis et collaborateurs. Le deuxième qui est intéressant parce que c'est un questionnaire enseignants et parents. Et je pense que les enseignants sont tout à fait concernés par ces questionnements-là, de Bédor et collaborateurs. Et bien sûr, l'ELAL d'Avicenne, de Marie-Rose Moreau, et puis toute l'équipe qui a travaillé sur cet outil, qui comprend justement un entretien parent tout à fait intéressant. Moi, j'utilise le PABIC. Donc, le PABIC, qui est né d'une action COST et qui a été exploité au niveau européen. Donc, c'est un questionnaire pour parents d'enfants bilingues. Et il est très intéressant parce qu'il montre 2 cas de figure et il met vraiment l'accent sur le fait qu'on peut aller vraiment trop vite en évaluant le langage si on met de côté toute cette problématique en disant que, bon, un enfant est évalué dans sa L2, mais finalement, sans forcément pouvoir être évalué dans sa L1 alors qu'elle est parlée en famille. C'est quand même assez étonnant de constater cela. Et un enfant va être évalué dans la langue majoritaire et dans celle de scolarisation, alors qu'en fait, l'enfant apprend conjointement 2 langues depuis la naissance, s'il est de L1, et qu'il il construit son identité de locuteur avec 2 langues maternelles. Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec le PABIC? Alors, vous voyez là, vous avez juste un petit extrait du questionnaire. On va avoir des éléments sur la quantité et la qualité d'exposition aux différentes langues d'un enfant depuis sa naissance et jusqu'au jour de la passation du questionnaire. Alors, c'est un outil d'analyse qualitative qui n'est pas normé, mais qui permet d'obtenir des informations suivantes que nous allons décrire rapidement pour Amir. Alors, pour lui, les langues en présence, c'était le français et l'arabe algérien. Donc, on peut calculer avec le PABIC ce qui s'appelle un indice de non-risque. Pour Amir, cet indice était de 20 sur 23 et à partir du moment où il est supérieur à 19, on considère que les étapes d'acquisition précoce du langage étaient normales. Entendez par là l'apparition des premiers mots, l'apparition des premières phrases, le fait qu'il n'y ait pas eu d'inquiétude parentale par rapport au langage et qu'aucune difficulté en langage oral ou écrit repérée dans la fratrie ou chez les parents. Et chez Amir, il a 2 sœurs et il a un frère. Il n'y a pas de souci de langage, il n'y en a pas non plus chez les parents. On va calculer un taux d'exposition précoce au français et à l'arabe avant 4 ans. Donc, le seuil pour le PABIC, c'est 4 ans. Et on a trouvé 85% pour le français et 57% pour l'arabe. Une durée d'exposition de 12 ans pour le français et l'arabe, parce que l'exposition cumulative fait que Amir a parlé l'arabe depuis sa naissance et le français depuis sa naissance. On demande une estimation parentale des habiletés dans chaque langue au moment où on fait le bilan à la famille. On demande comment vous pensez qu'il parle l'arabe, comment vous pensez qu'il parle le français. Et pour Amir, on a un score supérieur à 10 dans les 2 langues. Et on regarde à nouveau la quantité et la qualité de l'utilisation actuelle des 2 langues et on s'aperçoit qu'on a une prédominance de l'arabe en famille et du français à l'extérieur de la cellule familiale. Alors, pour regarder tout ça, moi, j'utilise une formalisation qui est proposée par Sabatier 2010, où finalement, on peut représenter, donc on prend notre enfant, ses parents, le père et la mère, et la fratrie, et on va regarder comment les langues sont utilisées dans la famille. Et on voit que pour Amir, qu'est-ce qui se passe? Avec sa mère, il va beaucoup utiliser le français, mais l'arabe, s'il en a besoin, l'alternance codique ne pose pas de problème.
Avec son père, il va plutôt parler en arabe. Avec sa fratrie, il va plutôt parler en français. Et avec la famille élargie, il va utiliser l'arabe. À l'extérieur, eh ben, il va utiliser le français, un petit peu d'arabe, et sur les réseaux sociaux, il va se lancer dans l'anglais. Pour compléter ce questionnement que j'avais sur finalement les pratiques langagières de la famille et de cet enfant, il a fait un portrait langagier, donc c'est un dessin réflexif très intéressant pour mettre en évidence le vécu des langues, et c'est vraiment un moyen pour faciliter l'exploration des pratiques linguistiques, et on peut même aller jusqu'aux attitudes langagières des enfants. Alors que nous a proposé Amir, eh bien, il a fait un dessin très, très symétrique. Il a choisi le vert pour l'arabe. Donc, la moitié du corps est en vert, mais la tête est en vert. Alors, on peut faire vraiment des hypothèses sur le fait que sa tête fonctionne bien largement en arabe. L'autre moitié du corps est en bleu pour le français. Et il a fait un peu de rouge dans l'oreille parce qu'il me disait, si, en ce moment, j'entends de l'anglais et j'apprends un petit peu l'anglais. Alors, la réponse aux questions que je me posais, c'est que si on suit cette méthodologie qui est au final très clinique, Amir est un adolescent bilingue de profil de Zélin, et l'arabe algérien et le français font partie intégrante de son répertoire linguistique. Alors, moi, j'ai complété ça avec un travail psycholinguistique en français et en arabe. Alors, pas avec un interprète, mais avec ce que j'appelle un intermédiaire linguistique, c'est-à-dire que, bien évidemment, j'ai passé seul le test en français et je cherche toujours un locuteur natif dans l'environnement, et on a une hôtesse d'accueil qui peut tout à fait bien jouer ce rôle parce qu'en fait, elle parle arabe algérien. Donc, il a passé un test psycholinguistique en français, donc il donne celui-là. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est très… il y a du rouge et il y a du vert. Pourquoi? Parce qu'en langage oral, il a des points forts, en phonologie, lexique et mémoire, et il a des points beaucoup plus problématiques au niveau du langage élaboré. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment, au sens du DSM-5, un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de la production écrite, parce qu'il écrit quasiment pas. Et on se rend compte qu'en lecture, il lit très précisément, mais il a un score de CE2 parce qu'il est très, très lent. En revanche, il comprend des phrases écrites avec des scores de niveau 5e. Donc, on est dans un profil dissocié qu'on a retrouvé en utilisant le label. C'est un test qui est utilisable, mais bon, il est plutôt utilisé pour des adultes. Mais en tout cas, comme c'est un adolescent, j'ai pu lui faire passer le label avec l'hôtesse d'accueil. Et on voit qu'il peut très bien répéter, discriminer, il a un lexique en compréhension, il peut faire de la dénomination orale, donc il a vraiment des bases de traitement linguistique en arabe, avec des résultats plus problématiques dans des études qui font intervenir justement les fonctions exécutives au niveau de la décision lexicale auditive, de la dénomination orale et de la syntaxe. On pourrait aller sur la question des phrases complexes, me semble-t-il. Donc vous voyez, il a des résultats contrastés. Donc, je me suis posé pas mal de questions sur bien sûr, son profil cognitif. Et je travaille avec une neuropsychologue qui fait passer l'échelle non verbale de Wechsler et Naglieri. Et j'allais dire un peu à notre grande surprise, on a eu une très bonne disponibilité totale lors de l'évaluation, comme d'ailleurs je l'avais eu dans mes bilans de langage. Au niveau général, tout à fait homogène en rapport avec l'âge chronologique d'Amir, de bons appuis cognitifs, une rapidité d'exécution des tâches satisfaisante. Il n'avait pas forcément des problèmes de tâches de fonctions exécutives. Donc, au final, on fait exprès d'aller sur l'aspect des performances non verbales parce que la langue, reste à surveiller. Donc, on a eu un engagement d'Amir dans les évaluations qui était total, en français ou en arabe, avec un adolescent qui a des problèmes de comportement, mais qui s'est montré très actif, concerné, persévérant. Et on voit vraiment que c'est pour moi un bilingue de Zélin parce que les différentes étapes de traitement du langage fonctionnent dans les deux langues, en expression et en compréhension. Alors, pour résumer le plan de soins et ensuite pour conclure, on est vraiment sur des dimensions multiples qu'il faut vraiment avoir en tête. Vous avez une petite idée, c'est vrai que c'est très rapide comme présentation, de l'évaluation psycho- et socio-langagière. C'est vrai qu'à côté des deux thèses, je lui ai passé la SELF 5 et un récit à la fois en arabe et en français. Il a une remédiation linguistique en ce moment en lecture à voix haute. Mais ce qui est important tout à côté de ça, c'est la coordination pluridisciplinaire parce qu'il faut vraiment travailler en équipe pour comprendre comment le bilinguisme interagit et comment il doit être pris en compte. Il y a un accompagnement familial
pour réassurer les parents en leur disant « mais oui, vous avez raison », de travailler sur la langue d'héritage. Et Amir, c'est l'enfant qui a le plus de problèmes scolaires, mais qui est le meilleur locuteur en arabe et qui tient vraiment à développer sa langue. Et je me questionne vraiment sur la question de la participation sociale, parce que ça, c'est vraiment important pour que Amir soit valorisé par le fait qu'il soit bilingue en arabe. Et là, je trouve que c'est une question tout à fait compliquée, même si dans les équipes pluridisciplinaires, on travaille de cette manière-là, on est vraiment sur un aspect tout à fait d'implication fonctionnelle très important. Je conclurai par les 3 points suivants. C'est que je pense que cette approche clinique engendre 3 résultats principaux pour la prise en soin. Premièrement, l'utilisation de questionnaires parentaux nous amène à vraiment travailler sur des déterminants du développement langagier qui sont validés par la littérature, donc on a des preuves externes. Une implication parentale qui est évidente parce qu'on va avoir une mémorisation active et naturelle du parcours linguistique dans les 2 langues et on va être vraiment sur les préférences du patient et de l'entourage et de l'enfant parce qu'on rentre dans ces éléments-là. Et on arrive à des décisions cliniques qui sont élaborées dans le respect des choix qui sont portés par la famille pour leur enfant, avec une reconnaissance de l'expérience bilingue et du capital linguistique qui ne peut pas apparaître dans le milieu forcément de scolarisation. Et je pense que peut-être vous aurez envie de relire Le Petit Prince, mais la conclusion serait aussi celle de dire à Amir que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme ce que dit le renard au Petit Prince, et qu'il faut continuer à pouvoir parler de tout ça dans les milieux de soins, pouvoir valoriser et travailler vraiment en détail tous ces éléments. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup vraiment pour cet exposé aussi limpide que stimulant. Je pense que je ne serai pas le seul à le penser. Je vous propose de faire comme pour le volet précédent, de laisser la parole à Madame Guessant pour compléter par je dirais presque une autre vignette clinique ou un autre aspect clinique de cette question. Et puis on passera aux questions tout de suite après. Oui, bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais vous faire un petit témoignage de mon expérience de terrain que j'ai vécue cette année. Donc, je suis éducatrice spécialisée à l'accueil de jour de l'Institut Saint-Charles. Et en fait, cette année, j'ai eu à travailler avec un groupe multiculturel. Et j'ai appris plein de choses. Et surtout, ce groupe m'a amené à transformer des choses dans ma pratique. Donc, c'est ce témoignage-là que je vais vous faire. Donc, pour juste replacer le contexte de mon intervention, en tant qu'éducatrice, je travaille vraiment en immersion dans les troubles du langage de l'enfant. Donc, en fait, je vis avec une dizaine d'enfants TDL. Je suis référente d'un groupe classe, d'un groupe de vie, et je suis présente dans tous les milieux de vie de l'enfant, à savoir la classe, son milieu familial, toutes ces interactions sociales, ça va de la cour de récréation à la constitution de ses amitiés, dans les clubs sportifs ou activités extrascolaires qu'il mène. J'ai une forte relation de proximité aussi et je suis là pour les événements importants de sa vie. Tout ce vécu partagé va faire en fait qu'on est dans une relation de proximité et qu'on partage un quotidien. Et parce qu'il y a ça, on va être obligé d'apprendre à fonctionner ensemble, de communiquer tout le temps et surtout de parler parce qu'on s'attache l'un à l'autre et qu'on a plein de choses à se raconter. Donc, cette quotidienneté partagée, ce vivre ensemble, c'est important de le dire pour la suite de ce que je vais expliquer. Finalement, chaque année, les 10 enfants que j'accompagne, c'est un petit peu comme si je partais dans 10 pays étrangers. Et il faut que j'apprivoise ces enfants. Alors, je reprends le mot apprivoiser du Petit Prince et du renard, du coup. Voilà, il y a vraiment un temps où il faut qu'on apprenne à se comprendre, quels vont être nos modes communicationnels, comment l'enfant s'exprime. Voilà, et il faut que je parte à leur rencontre. Donc, finalement, quand on est éducatrice spécialisée auprès des enfants TDL, le plurilinguisme, ça nous connaît un petit peu. On a l'habitude de rentrer dans des langues nouvelles. L'autre point important de contexte que je dois dire, c'est que je travaille toujours avec les familles. Donc, du coup, avec l'enfant et sa famille,
avec un autre enfant et sa famille, et le tout forme un grand groupe de vie. Donc ça, c'est important de le dire parce que dans l'accompagnement familial, j'essaye de mettre en place une dynamique de coéducation où on va, tout au long de l'année, cheminer ensemble avec les événements institutionnels, les événements familiaux qu'on va partager. Et c'est là aussi le partage de cette quotidienneté, de cette communication régulière qui va faire qu'on va s'ajuster ensemble au TDL, qu'on va pouvoir faire de la guidance parentale et qu'on va pouvoir s'étayer l'un et l'autre. Le tout se fait bien évidemment dans un contexte de travail interdisciplinaire. Au fur et à mesure de mes années de pratique en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai vu sur mes groupes de vie une augmentation de la diversité culturelle. Alors, au départ, j'ai accueilli cette diversité culturelle avec beaucoup de préjugés et de fermeture. J'étais en fait dans une vision assez binaire quand je voyais mon groupe. Pour moi, il y avait les enfants qui parlent uniquement français et les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il se passait? Eh bien, je travaillais beaucoup avec les familles qui parlaient uniquement français et avec les autres qui avaient un bilinguisme, qui avaient une famille allophone, ou alors avec des parents qui ne parlaient pas du tout ma langue. Eh bien, je travaillais moi. J'avais pas mal de préjugés, comme quoi le bilinguisme allait compliquer le TDL, et en fait, je ne le prenais pas du tout en compte. J'étais aussi convaincue que si une personne ne parlait pas la même langue que moi, si un parent ne parlait pas du tout le français, c'était tout simplement impossible de travailler ensemble et de faire ce travail de coéducation. Alors, sauf que en septembre 2020, la vie m'a fait un incroyable cadeau pour que je puisse grandir et apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est le cadeau qui m'a fait transformer ce schéma-là. Alors, j'ai eu un groupe très, très multiculturel. Je vais vous le montrer en partage d'écran. Voilà. Alors, mon groupe de vie cette année s'est composé d'un enfant d'une famille polonaise, d'un enfant d'une famille tchétchène, d'un enfant d'une famille turque, d'un enfant d'une famille française, d'un enfant d'une famille française avec origine allemande de la maman, d'un enfant d'une famille française avec origine algérienne, d'un enfant d'une famille franco-tunisienne. Alors là, on ne voit plus, peut-être que... Attendez, je vous le passe en plus, hein, en plus petit. Vous me dites si c'est mieux. Oh ben, non. Voilà, bon, ben, on ne verra pas les vignettes de côté. Mais du coup, j'ai aussi eu un enfant d'une famille moldave et un enfant d'une famille, excusez-moi, je vais prendre une note, et un enfant d'une famille avec des origines marocaines. Donc, en fait, il y a eu toute cette explosion de langues. Et du coup, mon petit schéma binaire que j'avais, eh ben, il ne pouvait plus fonctionner. Alors, ce groupe qui a été très multiculturel, vous le voyez, non seulement j'avais plein de nationalités différentes, mais en plus, à l'intérieur de chaque famille, il y avait une manière différente d'utiliser ce plurilinguisme. Tantôt, les parents parlaient les deux langues, tantôt, on parlait uniquement la langue du pays d'origine, tantôt, c'était un parent qui parlait le français et le turc, par exemple, et la maman qui parlait que le turc. Pour reprendre les termes d'Agnès, j'avais des 2 L1 et des L2B. Voilà. Et en plus, la manière dont s'imprégnait l'enfant de ces langues était tout à fait différente. Donc là, j'ai été face à toute cette diversité et en fait, il s'est passé quelque chose en moi. Il y a eu un switch de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une différence, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu pour moi une explosion de la diversité. Et c'est vraiment ça qui s'est passé dans mon cerveau. Et j'ai eu affaire à de la différence, mais à un constat de diversité dans laquelle il m'a fallu tisser des liens pour qu'on réussisse à créer un langage commun et un mode de fonctionnement quotidien. Alors, la deuxième leçon que j'ai appris en accompagnant ce groupe,
c'est une leçon toute simple, mais que vraiment je retiens, c'est oser. Alors, oser quoi? Oser parler du plurilinguisme en toute simplicité. Oser être face à quelqu'un qui ne parle pas notre langue, à une famille qui est allophone et ne maîtrise pas le français, et dire « Bonjour, je suis votre éducatrice, on ne parle pas du tout la même langue, mais on va travailler ensemble toute l'année. Comment on va se débrouiller? Comment on va communiquer ?» Et en fait, la simplicité d'en parler, ben, c'était juste ouvrir une porte qui allait pouvoir permettre le travail. Et finalement, les familles étaient actrices, trouvaient des solutions. Et puis, ben, on parlait de préjugés, de tabous. Ben, je crois que ça permettait tout simplement de dire que la barrière de la langue, ce n'est pas un problème. On va l'enjamber et on va trouver des solutions. Alors, ce que ça m'a permis de développer, c'est des nouveaux outils. Alors, les nouveaux outils que j'ai développés dans ma communication avec ces familles qui ne parlaient pas français, ça a été notamment un outil de prédilection, c'est tout ce qui va être communication par SMS. Donc, en fait, moi, avant, quand je travaillais avec des familles qui parlent uniquement français, pour entretenir ce lien de proximité et régulier au quotidien, qu'est-ce que je faisais? On s'appelait, on écrivait un mot dans le carnet de correspondance, ou bien c'était toujours les petits échanges à la sortie de l'école, entre deux portes, qui sont très riches et qui permettent ce travail de coéducation au quotidien. Avec une famille qui ne parle pas votre langue, cet échange n'est pas possible. Tout se fait à l'oral. Donc, on passait à côté de ces échanges quotidiens. En utilisant le texto, quelque chose de nouveau est apparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'envoyais une information aux parents, très rapidement, ils pouvaient la traduire sur Google Traduction ou autre chose et me répondre. Et donc, au lieu de dire à la sortie des classes, « Oh ben, votre petit, aujourd'hui, il a réussi à grimper tout en haut de l'araignée, c'est génial », et bien ça, je ne pouvais pas le dire à l'oral. Donc, du coup, hop, une petite photo, un petit texto, et on est quand même en train de faire de l'échange. Donc, c'est tout simple, mais voilà, cet outil a révolutionné mes pratiques. L'autre outil que j'ai beaucoup utilisé, ça a été la visite à domicile. Alors, ce qui est intéressant dans la visite à domicile, c'est qu'on change le paradigme de qui est l'étranger. En allant dans une maison où tout le monde parle turc, et ben, celle qui parle la mauvaise langue ou l'autre langue, et ben, ça devenait moi. Et ça change beaucoup de choses dans la manière de rentrer en relation avec les personnes. Ce qui est aussi arrivé, c'est que quand je voyais, par exemple, une maman qui parle uniquement tchétchène ou uniquement turc, quand elle venait à l'institut, comme elle n'est pas dans son milieu et sa langue d'aisance, ben, je la trouvais un petit peu inhibée, un petit peu en retrait. Par contre, quand j'allais la voir au domicile, dans son lieu de vie, je pouvais vraiment avoir pleinement accès à toute sa personnalité. Et ça, c'est important aussi dans l'accompagnement familial et l'accompagnement de l'enfant dans son milieu familial, ben, voilà, de rencontrer les gens de manière authentique et tels qu'ils sont vraiment. Donc ça a été quelque chose d'assez riche. Et le troisième outil important, ça va être tout ce qui va être le faire avec et les ateliers partagés. Donc, un parent, un éducateur et un enfant rassemblés ensemble autour d'une activité. Il y a plein d'activités qui peuvent se faire sans utiliser beaucoup de langage. Une balade en forêt, un atelier cuisine, un jeu de construction, un match de foot, des courses, une petite sortie. Tout ça, c'est des ateliers qu'on peut faire même avec des gens qui ne parlent pas du tout notre langue et où pourtant, avec le parent, il va se passer plein de choses. Parce que dans notre manière de fonctionner, dans nos gestes, dans notre communication non verbale, on va transmettre plein d'informations. Mais pour ça aussi, il me fallait vraiment oser. Voilà. Parce que ce n'était pas simple de me dire je vais me lancer avec une famille pendant 3 heures. On ne parle pas la même langue, mais on va quand même cuisiner ensemble pendant 3 heures. Et pourtant, c'était bien des moments où j'ai réussi à faire de la guidance parentale. Donc, je crois qu'ensuite, la troisième leçon qui est arrivée, c'est vraiment une posture d'ouverture. Donc, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Agnès sur le portrait langagier de l'enfant. Donc, en fait, pour moi, ça a été de me dire, mais mes enfants, en fait, je dois prendre compte de tout ce qu'ils sont au quotidien et de la manière dont ils parlent dans leur milieu familial et quel va être leur contexte engagé.
Donc, je vous le donne l'exemple d'Alikan, qui était un enfant qui grandit dans une famille tchétchène. Donc, il parle uniquement tchétchène avec sa maman, uniquement français dans son établissement scolaire et sa vie sociale et amicale, un français tchétchène avec son papa et sa sœur, son langage à lui qui est, ce que je vous disais, son langage TDL que nous, les plus proches personnes de l'enfant, on arrive à deviner, on arrive à comprendre. Celui-là, il en parle avec ses proches et c'est intéressant, il le parle aussi avec son petit frère qui n'est pas encore rentré dans le langage. Donc, vraiment, j'ai eu un éveil et une posture d'ouverture à me dire, mais il faut qu'on prenne en compte ces enfants dans tout leur contexte langagier. Et ça nous donne des clés de lecture aussi pour savoir quelle langue joue quel rôle dans sa vie, quelle langue représente quoi. Voilà, si le tchétchène, c'est la maman, ça va parler de certaines choses, etc. Donc ça, c'était vraiment très, très riche. Et je crois que pour moi, ce que je viens de dire aussi, c'est que le TDL vient offrir à nous tous et même à la société entière une occasion formidable de prendre le temps de regarder comment on se parle. À chaque fois que je travaille avec une famille, j'essaye de comprendre comment le système de communication se fait pour accompagner l'enfant au mieux à prendre sa place, à prendre sa parole et aider la famille à avoir une communication fluide malgré et avec les TDL. Donc, comment communique-t-on? Quand et à quelle heure? De quoi parle-t-on? De quoi on ne parle jamais? À quel moment on donne les infos importantes? Quand arrive le silence autour d'une table, par exemple? Et dans un contexte où il y a plusieurs langues, qui parle telle langue? Qui ne comprend pas telle langue? Quand et pourquoi on parle cette langue plutôt que l'autre? Ça nous donne plein d'événements aussi sur la manière dont affectivement est vécu le langage et c'est ce qui va nous permettre d'accompagner l'enfant dans toutes ses dimensions. Je crois que un petit exemple encore que je peux vous dire, où je me suis dit, tiens, là, on a réussi quelque chose. C'est cette année, à la fête des mères, et on a un enfant, alors je vais l'appeler Erkan, qui, pendant qu'il était en train d'écrire sa carte de fête des mères, a dit mais en fait, Nolven, moi, je ne veux pas écrire bonne fête maman en français, je veux l'écrire en turc, je parle en turc à maman. Ben oui, bien sûr, Erkan, et du coup, j'ai fait hop, mon petit Google Traduction pour chercher comment on écrit bonne fête maman en turc. Et à côté de lui, son camarade qui est issu d'une famille polonaise nous a dit non, moi je vais écrire bonne fête maman en français parce que maman parle que polonais, je veux lui apprendre le français. Et lui, par contre, il est tout le temps en train d'essayer de m'apprendre le polonais à moi. Donc là, on a vraiment des enfants qui sont en train de construire leur identité langagière et qui sont acteurs de ça et on leur donne des clés pour qu'ils puissent sereinement faire des liens entre tous leurs univers langagiers. Et ça ne nous a pas demandé de révolutionner beaucoup de choses dans nos pratiques. Moi, je n'ai pas pu apprendre toutes les langues qui composaient mon groupe cette année. Mais je crois que ça a été juste d'être dans une posture d'ouverture, d'accueil et d'enlever nos préjugés et nos visions un petit peu binaires. Je vais terminer mon intervention. Alors, en vous partageant encore 2 vignettes. Alors, ce que je retiens, c'est qu'en fait, chaque année, dans un groupe, on crée un écosystème langagier qui est composé, donc le langage de notre collectif, c'est vraiment notre manière de parler pour fonctionner ensemble une année, va se composer de la langue française courante, des troubles du langage des enfants, qui sont une manière de communiquer qu'on doit apprivoiser, des modes langagiers singuliers issus de nos environnements respectifs, car on a chacun une autre manière de s'adresser à l'autre, et des autres langues parlées par les enfants et leurs familles. Cette année, il y a vraiment ça qui s'est dessiné, qui a été très enrichissant. L'autre chose que je retiens, c'est que finalement, pour travailler avec les familles allophones qui ne parlaient pas du tout français, je me suis contentée de transposer ce que j'utilise d'habitude pour entrer en relation et communication avec les enfants TDL, à savoir susciter, préserver et garantir l'envie de communiquer, observer et repérer les codes de communication, trouver le canal et les bons outils, être ensemble et partager des moments au-delà du langage parlé, j'insiste vraiment là-dessus, et instaurer une relation avec l'envie de se parler et de se raconter des choses. Et c'est qu'à partir de ça qu'on peut tisser le maillage d'un langage commun ou du moins d'une communication collective fluide. Voilà, je termine ce petit témoignage de terrain avec 3 phrases qui me seront chères.
c'est la relation qui crée le langage. Pour entrer en relation, la langue n'est pas une barrière. Ça m'a été prouvé cette année et c'était vraiment la nouveauté dans mon travail. Que c'est vraiment le vivre ensemble qui va être le creuset pour l'émergence d'un langage partagé. Si on n'a pas envie de vivre ensemble, en fait, on ne va pas créer de langue ou de langage. Et que les TDL ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, je termine avec ce petit clin d'œil. Et si c'était auprès d'eux qu'il fallait en aller en inclusion, parce que moi, je tiens à dire que travailler auprès d'enfants TDL m'a amené à me demander, mais comment je parle, comment on se parle, comment on communique. Et c'est une richesse, ça, dont je crois on a tous besoin dans nos familles et dans notre société tout entière ou dans nos établissements professionnels.